Bienvenue dans cette nouvelle séance du Divan renversé. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast et également sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que j'ai essayé d'enregistrer plusieurs fois ce week-end. Et je vous avoue que à chaque fois j'étais pas contente de ce que je faisais, à chaque fois j'étais bloquée. Donc je me suis posé la question de ce qui se passait et en fait il se passe simplement que là je vais vous raconter mon histoire avec la maladie de l'obésité et même si on travaille sur soi, même si on sait exactement où on en est, même si la maladie devient un quotidien et puis c'est également une partie de mon métier, j'avoue que l'accompagnement de soi dans ce genre de situation et surtout se raconter et expliquer les tenants et les aboutissants, c'est quand même un peu compliqué. Donc je vais essayer de faire au mieux pour pouvoir vous expliquer un petit peu cette histoire avec la maladie, savoir un petit peu comment j'ai vécu ça, depuis quand, est-ce que ça s'est déclaré quand j'étais adulte ou alors à l'âge de l'enfance, psychologiquement ce qui s'est passé. Bref, vous allez tout savoir. Si vous écoutez ce podcast et que vous êtes concerné, dites-moi dans les commentaires si vous êtes opéré, si vous êtes en plein parcours, si vous avez déjà été opéré et que vous avez eu quelques complications, voire des réopérations, si vous êtes en reprise de poids. En tout cas, sachez une chose, dans cette maladie, quoi qu'il arrive, si aujourd'hui vous vous tournez vers des forums, des choses comme ça, vous avez moyen de ne pas être seul et de pouvoir en parler. Si vous vous sentez démuni, vous avez forcément un accompagnement médical qui peut être là et répondre à vos questions. Le cas échéant, vous avez possibilité aussi de trouver certaines réponses sur Internet, même si souvent, il faut savoir faire le tri dans les informations que vous allez trouver. Donc, comme je vous ai dit, ce week-end, j'ai essayé d'enregistrer le podcast. Je me suis dit, vas-y, c'est pas compliqué, c'est pour parler de toi, parler de ton histoire, tu sais d'où tu viens, tu sais qui tu es, tu sais pour quelles raisons aussi. Il y a eu certains points qui ont été un peu compliqués dans ta vie. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas si facile. C'est pas si facile d'en parler, c'est pas si facile de se reconfronter encore à son histoire, d'autant plus quand certains points d'histoire ont été un peu traumatiques. Et je me suis dit, vas-y, essaye de le faire d'abord sans micro, et puis après t'aviseras à voir si vraiment tu le fais avec micro. Donc, j'ai essayé, je me suis posée, et je me suis dit, sois le plus honnête possible, finalement. Si tu t'enregistres et que tu leur expliques ton histoire, explique-leur. Point. Comme ça, ils verront que tout n'est pas rose, qu'on a beau avoir des parents aimants, des gens qui nous entourent, qui sont formidables et qui nous aiment, qu'on puisse avoir des amis, des gens sur qui on peut compter, des gens de confiance. Il n'empêche que quand on a des petits cailloux dans la chaussure, pas beaucoup, des fois un ou deux, ça suffit en fait pour détruire complètement un enfant, détruire complètement une vie. Et une chose également que je vais aborder durant le podcast, c'est toutes les injonctions, les paroles blessantes de l'adulte à l'enfant qui peuvent, à un moment donné, jouer en la défaveur de l'enfant dans sa construction. Donc si vous voulez bien, on va parler tout de suite de mon enfance. Alors, certains me connaissent déjà, j'ai eu la chance de grandir moi dans un espèce de cocon avec des parents qui étaient aimants, qui s'aimaient, qui m'aimaient énormément aussi, qui travaillaient beaucoup et souvent ça m'amenait à devoir aller chez mes grands-parents qui eux étaient des êtres formidables, des grands-parents quoi, vous voyez, des gens qui étaient toujours là pour moi. J'avais la chance de vivre à côté de chez eux, c'était des gens très intelligents qui m'ont vraiment donné beaucoup d'attention, qui m'ont transmis une grande culture, qui m'ont permis de développer la curiosité que j'avais déjà naturellement. Et puis c'était des gens vers qui je me retournais en permanence, même quand j'étais chez mes parents, il fallait que j'aille voir mes grands-parents. C'était comme ça. Dans mon enfance, j'ai une vraie base solide. La base qui vous donne l'impression que tout est possible. Et puis, même quand ça va mal, vous savez qu'il y a toujours un endroit où vous pouvez vous poser. La vie, vous le savez, c'est pas un décor parfait et en parallèle de cet amour-là, moi, j'ai connu quelques traumas, des plaies qui restent béantes en fait aujourd'hui, que je pensais avoir réglées sur différentes thérapies de psychotrauma et puis en fin de compte, quand on s'y reconfronte un petit peu à l'âge adulte, on voit qu'on reste l'enfant blessé et des émotions assez violentes dans mon cas peuvent remonter qui provoquent là encore des réactions que je n'attendais pas. On n'en parle pas en règle générale de ce genre de choses, mais sachez que tout ce qui vous a animé ou blessé quand vous étiez enfant, à l'âge adulte, vous allez forcément à un moment donné les revivre. Alors c'est pas rigolo, il faut savoir l'identifier.
D'où l'intérêt d'apprendre à connaître son histoire et à ne pas oublier les choses qui nous ont fait du mal, non pas pour le régler ou quoi, parce que des fois on n'est pas prêt à le régler, mais au moins pour savoir l'identifier le jour où il va y avoir une surréaction à un événement, alors que dans l'absolu, ça demande pas en fait de surréaction. Donc voilà, ça c'était un petit peu ce que moi j'ai eu quand j'étais enfant. Il faut savoir une chose aussi, et je pense que c'est peut-être par là que j'aurais dû commencer. Je suis née, j'étais un grand bébé. J'avais un poids normal, mais j'étais quand même assez grande dans les années 80. Et très tôt, on m'a fait remarquer que j'étais toujours la plus grande et puis plus forte corporellement. Forcément, je n'allais pas me changer puisque moi, personnellement, ça ne me dérangeait pas. Et depuis petite, dans ma tête, je me disais, si quelqu'un n'est pas satisfait, c'est juste pas mon copain et je vais pas traîner avec. Donc, j'ai toujours préféré être seule que mal accompagnée. Je pense que j'ai compris vraiment très tôt que j'avais pas besoin de m'ajouter de la toxicité extérieure à celle que ma vie m'imposait déjà. Et ça, vraiment très tôt, très, très enfant. Je devais avoir, je sais pas, 5, 6, 7 ans. J'étais petite école, début du CP. Bref, j'étais une enfant lucide et peut-être un petit peu trop lucide d'ailleurs, donc c'était un peu compliqué. Mon père m'a mis très tôt au sport, donc j'ai commencé par un peu de natation, des trucs un peu basico-basiques. Ma mère voulait absolument que je fasse à l'époque un sport de fille, donc elle voulait absolument que je fasse de la danse. J'avais un rythme qui m'appartenait, donc c'était pas possible, je pouvais pas faire de danse. Et je vous confirme que j'ai cultivé cet art. Et finalement, mon père m'a dit, Karine, elle se laisse un peu trop faire à l'école et je vais la mettre au judo. Ça va permettre d'apprendre au moins à se sentir plus alerte si toutefois il arrive quelque chose. C'est vrai que j'arrivais chez moi souvent avec des bleus, des machins, des trucs, donc c'était pas top. Mais c'était pas parce qu'on me tapait, ça c'est pas arrivé. Ou alors, là pour le coup, je l'ai enfoui et je me rappelle plus, mais je pense pas. Donc me voilà partie à commencer à faire du judo. Et étonnamment, je me suis prise d'amour pour ce sport. J'ai trouvé que ce sport avait des vraies valeurs extrêmement fortes, des valeurs qui correspondaient à l'enfant que j'étais, à l'adulte en devenir que je voulais être. Et ça, on me l'a pas imposé. C'est la réalité. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai mis les pieds pour la première fois sur un tatami et qu'on m'a expliqué l'histoire du judo, qu'on m'a donné en fait toutes les valeurs, quand on m'a dit comment j'allais évoluer, la discipline que ça allait demander, et j'ai trouvé ça incroyable. En fait, ce sport, il me portait, il m'a structuré, il m'a fait vraiment respirer et ça m'a accompagnée comme ça à la petite école. Et puis arrive le collège, j'ai rencontré un professeur de sport qui lui faisait également du judo et donnait des cours, enseignait, et je me suis inscrite dans son enseignement. Et à partir de là, en fait, c'était ma raison de vivre, en fait, le judo. Il faut savoir que j'ai eu un accident qui a arrêté complètement le fait de pouvoir faire le sport que j'aimais. Et à partir du moment où j'ai arrêté de faire le sport que j'aimais, ça s'est un peu corsé pour moi d'un point de vue physique, puisque il y avait plus aucun sport qui m'animait. Et puis je savais pas ce que j'allais faire, en fait. Et c'est bien beau de vouloir faire des trucs et des machins et d'essayer de trouver des activités qui nous parlent, mais si ça vraiment nous parle pas, c'est pas la peine, en fait. Ça nous intéresse pas, on lâche. Et moi, franchement, j'ai lâché assez facilement. De plus, l'accident que j'ai eu était un accident cervical qui a vraiment été très impactant, qui m'a empêché en fait de me servir de mon bras droit pendant des années, avec une espèce d'insensibilité qui a eu lieu, qui était peu explicable, et je pouvais pas faire grand chose. C'est-à-dire que moi, on me mettait à la piscine, arrive un moment, j'avais plus aucune force dans le bras, je pouvais pas nager correctement. On me remettait à la musculation, je commençais à développer des douleurs cervico-brachiales qui étaient insupportables. Faire du vélo, c'était bien, sauf que j'avais commencé à prendre du poids vraiment de façon conséquente. Donc d'un point de vue cardio, c'était un peu plus compliqué que ce que j'avais vécu. Donc c'était pas top. Donc je me suis dit, bon allez, on va pas trop se prendre la tête et puis on va arrêter le sport, on fera autre chose quand je serai plus grande. Là, je vais me consacrer un petit peu à mes études, je vais essayer de voir ce que ça donne. Bon, j'ai vu, c'était pas fameux dans l'absolu, mais bon, ma foi, il a fallu quand même que je me reconcentre sur quelque chose. Sauf qu'au fur et à mesure que je devais me reconcentrer sur autre chose, je voyais bien que dans ma tête, ça allait pas, en fait. Mon corps, il avait eu l'habitude de bouger, de faire des efforts, d'avoir une certaine discipline, et en fin de compte, je lui donnais plus ce dont il avait besoin. Et là, le mental, il a complètement pris l'eau. Mais vraiment. Et quand le mental prend l'eau, il faut savoir que le corps suit.
parfois. Mais à côté de ça, du fait qu'il n'y avait plus le sport, que mon corps est en train de m'échapper, et je vous expliquerai le concept d'avoir un corps qui nous échappe. J'avais une image aussi qui m'échappait. À côté de ça, j'étais super créative, j'étais dans une écriture quasi permanente, j'écrivais tout le temps, c'était presque un intérêt restreint. J'étais fascinée depuis que je suis aussi petite que je me souvienne par le théâtre. J'adorais aussi la musique, puisque la musique et le théâtre, hein, c'est très lié, hein. On parle de rythme, donc le rythme musical. Et puis j'aimais bien tous les univers qui me faisaient voyager. Et puis bien sûr les voyages aussi, parce que j'avais cette chance-là de pouvoir voyager régulièrement. Et puis ce côté-là, quand j'ai été ado et que j'ai dû arrêter le sport, ça m'a vraiment tenu dedans. Je me suis un peu réfugiée là-dedans. Enfin, en tout cas, je m'y suis accrochée. Et puis, pendant les années lycée, comme je vous disais, le mal-être a pris pas mal de place. Et en fait, il n'y a pas que le mal-être qui a pris de la place. Karine aussi a commencé à en prendre avec son poids en plus. Et je suis montée sur la balance, chose que je ne faisais absolument pas. Et je suis montée sur la balance et j'ai vu, il y a eu le fameux cap des 3 chiffres. Et c'est arrivé, et pour moi, c'était en claquant des doigts. Je suis sûre que pour certains qui sont en train de m'écouter, ce cap des 3 chiffres, ça résonne chez vous. C'est quelque chose soit qui vous fait peur parce que vous ne l'avez pas atteint, et je vous souhaite de ne jamais l'atteindre, soit vous l'avez déjà atteint et là vous êtes dans une espèce d'étape dans votre vie où vous avez le choix, et ce choix-là, des fois il est inconscient, c'est soit on se dit stop et là on y va, on se fait accompagner. Dites-vous une chose, c'est que seul vous n'y arriverez pas. Faites-vous accompagner correctement pour redescendre et basculer en dessous de ces 3 chiffres, soit faire comme moi, malheureusement je l'ai fait, là je laisse tomber en fait. J'ai le cerveau qui s'est mis en mode déni et il m'a dit j'ai pas vu, 100 kilos ça n'existe pas, donc j'ai pas vu. Et à partir de là, j'ai eu un vrai déni de corps où je ne me prenais plus en photo, où j'ai eu une incompétence en fait à me regarder dans le miroir, ou alors certaines parties en fait de mon corps que je pouvais regarder, mes yeux, mon visage, parce que moi j'ai toujours eu le visage poupon, donc à la rigueur avoir des grosses joues c'était comme d'habitude, sauf qu'en plus des grosses joues j'ai eu un gros double menton qui s'est mis là, donc ma foi celui-là il était là, je me disais écoute il partira bien s'il a envie de s'en aller, mais visiblement il a l'air de s'accrocher des années après. Et puis il y a eu un déni au-delà du corps, j'ai eu un déni de l'image, c'est-à-dire que moi au lycée j'aimais bien être bien sapée, voilà, ça me plaisait bien, j'étais assez féminine, et il y a eu le basculement où j'en avais plus rien à carrer, mais vraiment, où là je me suis laissée aller. Et à ce moment-là, je me rappelle que ma mère était encore auprès de nous et elle m'avait fait la réflexion. Ma mère était quelqu'un d'extrêmement coquet et elle faisait attention à elle, et elle m'avait dit: Karine, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne te reconnais pas, respecte-toi et fais quelque chose. À cette époque-là, c'était fort quand même d'entendre son parent penser que quand on était pas bien sapé, qu'on sortait pas bien maquillé, machin, il y avait cette notion d'irrespect, et c'était pas pour nous. Forcément, il y avait aussi une notion de qu'est-ce qu'ils vont dire les gens. Mais ma mère m'avait fait cette réflexion: respecte-toi et ne te néglige pas. L'âge auquel elle m'a dit ça, j'en avais rien à faire. Je me suis murée dans quelque chose de très mauvais, et finalement je l'ai renvoyé péter, et j'ai dit vas-y, je fais ce que je veux, fous-moi là. Et puis il y a eu le déni aussi de l'alimentation. Jusque-là, j'avais une alimentation qui devait être carrée parce que je faisais du sport, et que forcément quand on se lève très tôt le matin, qu'on rentre très tard le soir, et qu'entre-temps on a eu pas mal d'entraînement, il faut avoir une alimentation correcte, voire même très correcte. Et il y avait plus ça, donc je faisais un peu ce que je voulais, je commençais à sortir, c'est normal, on commence à faire un peu n'importe quoi avec l'alimentation, on s'émancipe aussi de ce que nous disent nos parents, et donc il y a eu un grand n'importe quoi qui s'est fait. Et puis je me suis rendu compte que après, voilà, vers mes 16-17 ans, parce que 18 ans j'ai commencé à être au maximum de mon poids, je pense que j'ai pris en 2-3 ans 40 ou 45 kilos, ce qui est énorme. Et chaque kilo supplémentaire me noyait un peu plus, me faisait comme disparaître à l'intérieur de mon corps, comme quelqu'un qui s'enferme un peu dans une combinaison qui est trop lourde pour continuer à avancer. Et là, je me suis rendu compte ce week-end que cette combinaison trop lourde pour continuer à avancer, c'est bien le cas de le dire, c'est que ça m'a arrêté. Et j'ai pas réussi à accomplir ce que j'avais en tête. Donc je suis devenue quelqu'un qui était assez enfermé à l'intérieur de mon imagination pour continuer en fait à survivre, et à me dire que même si ce qui était sur l'extérieur, c'est-à-dire mon image, mon corps, n'était pas acceptable, et c'est terrible de dire ça parce que quand on a 17-18 ans et se dire qu'on n'est pas acceptable, mais on se propose quoi comme avenir? En fait, on est acceptable, on est aimable. C'est nous qui faisons que l'image que l'on
qu'on a de nous bloque pour le lien social, pour tout ça. Donc, je me suis complètement enfermée et je me suis dit que tant que c'était comme ça, j'avancerais. Et étonnamment, j'ai eu 18 ans et j'ai rencontré quelqu'un qui aujourd'hui est mon conjoint. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Lui, il m'a vraiment offert une respiration. Alors attention, on n'est pas dans la dépendance affective ni quoi que ce soit. Là, ça va très bien puisqu'on est deux grands indépendants. Mais par contre, c'est un homme qui n'a jamais posé un jugement sur mon poids. En fait, quand il m'en parle, encore aujourd'hui, il me dit « Mais moi, je t'ai vu toi, j'ai pas vu ton enveloppe. » Il dit « Bah forcément, il dit c'était difficile de pas te voir. Moi, j'arrivais quelque part, on voyait que moi. Hein. Je fais 1m75, imaginez bien que quand on fait 180 kilos ou 190 kilos, arrive un moment, la personne, on la voit passer. Mais c'était pas ça qui l'intéressait. Lui, il m'a entendu parler, il a entendu mon humour, il a peut-être aussi entendu une certaine souffrance que je pouvais avoir. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, chez toi, j'ai vu la créative, j'ai vu l'intellectuelle, j'ai vu toute cette sensibilité, j'ai vu ton côté observateur qui voyait tout mais qui disait rien, ton côté de personne qui écrivait en permanence, qui arrêtait pas d'imaginer des choses. Et grâce à lui, en fait, j'ai l'impression qu'il m'a fait raccrocher les wagons avec moi. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un me fasse remarquer que je n'étais pas qu'une image qu'on pouvait abîmer comme on voulait, puisque en fait, n'oubliez pas quelque chose, c'est qu'autant votre corps, vous avez une notion d'appartenance, il est à vous, il vous appartient, vous en faites soit ce que vous voulez, mais il n'empêche qu'il vous appartient et on ne peut pas le prendre sans votre consentement. En revanche, une image peut être écornée, abîmée, elle peut être modifiée, elle peut être salie, mais parce que c'est qu'une image. Une image ne nous appartient pas. L'image, c'est ce que l'on va véhiculer à l'autre et l'autre a sa propre interprétation. Et en ce qui me concerne, je me suis rendu compte que j'avais souvent évité le distinguo entre le corps et l'image. Toutes les réflexions qu'on pouvait faire sur mon image quand j'étais plus jeune, et donc là je vais revenir en arrière, parce que quand j'étais petite, je me rappelle qu'on n'arrêtait pas de me dire que j'avais un problème de poids. À l'école, c'est des mots d'enfant dans l'absolu, mais c'est des mots qui sont meurtriers. S'entendre dire la grosse, s'entendre dire que voilà, on est une baleine ou je sais pas quoi, c'est pas rigolo en fait. Et moi je le prenais en plein dans les dents, et en fin de compte, je n'y croyais pas parce que je voyais que mon corps n'était pas comme ça, mais mon image était perçue comme ça. C'est très particulier. J'espère que vous comprenez en fait le distinguo entre les deux. Je me suis rendu compte très tôt que mon image m'a échappé, mais que mon corps était resté quelque chose de l'ordre de ma propriété. Et mon conjoint m'a fait comprendre ce distinguo-là, c'est-à-dire le distinguo entre l'image et le corps. Et lui a vu une image de moi extrêmement positive et ça a rabiboché un peu les choses chez moi. Et je me suis dit, si j'ai envie de vivre longtemps à ses côtés, il va quand même falloir que je reprenne les commandes de ma santé. Et pas ni de mon image ni de mon corps, mais de ma santé. Parce que je voyais bien que je commençais à être essoufflée en permanence, et plus ça allait, et moins je pouvais faire de choses. Et là, ça a commencé à m'inquiéter. Et donc, je me suis dit, vas-y, reprends un peu les rênes de ta vie, reprends les rênes de ta santé. Et c'est là que tout mon parcours médical a vraiment, vraiment commencé. En fait, je me suis entourée, absolument pas au hasard. J'ai voulu choisir une équipe médicale qui allait être solide, qui allait être fiable, qui allait être humaine, et surtout des gens avec qui j'allais pouvoir parler vrai, en fait. J'avais besoin de personnes qui soient à mon écoute, qui supportent aussi le caractère que j'ai, parce que sachez que j'ai quand même un caractère un peu bien trempé, qui sachent répondre à mes questions sans avoir un jargon médical dans lequel me noyer. Moi, j'avais besoin de quelque chose de clair, simple. À cette époque-là, j'étais jeune, je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, et je leur demandais de devenir vraiment des enseignants au-delà d'avoir un acte médical et d'avoir un avis médical à poser ou un diagnostic. J'avais besoin qu'ils m'expliquent exactement les tenants, les aboutissants, les points de vue différents pour qu'on puisse avancer tous ensemble et qu'on puisse créer une équipe dans laquelle moi je ferai partie, parce que très tôt j'ai compris que la seule personne qui allait vraiment m'accompagner 24/24, c'était moi-même. Donc j'ai commencé par le commencement. Je suis allée voir une médecin nutritionniste qui était également endocrinologue. Sachez que je n'ai aucun recul sur cette femme que je trouve exceptionnelle. J'assume complètement. Cette femme m'a expliqué ma maladie. Ça fait à peu près, je pense, 20 ans qu'elle me tient la main. Et même quand j'en ai ras le pompon, le suivi nutritionnel qu'elle m'apporte reste primordial. Je ne loupe jamais un rendez-vous. J'y vais tous les mois. J'ai un suivi, j'ai quelqu'un qui est là, qui m'accompagne, qui m'écoute, qui répond à mes questions, puisque n'oubliez pas que même
si on a des connaissances, des fois les questions, on a besoin de les aborder différemment et d'avoir encore un point de vue médical, peut-être avec des réponses qui vont être apportées différemment, mais j'ai besoin de ça. Donc d'abord ma nutritionniste, donc qui m'a vraiment accompagnée, qui m'accompagne encore, mon médecin généraliste qui me connaît depuis que je suis toute petite. Il faut savoir que ce médecin, si quelque chose ne va pas, clairement il sait me le dire. Il ne minimise rien, mais il dramatise rien non plus. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est quand j'ai le déconomètre qui s'emballe, il a tendance à me le dire et à me calmer direct. Et puis, à cette époque-là, j'étais encore en études, j'avais une psychanalyste, forcément, j'étais en pleine psychanalyse. Et puis, bon, il y a eu des choses qui m'avaient un peu heurté pendant mon analyse. Donc, c'était entre moi et moi que ça se jouait dans l'absolu. Et je me suis dit, bon, Karine va consulter une psychiatre parce que t'as peut-être un pet quand même. Et pas du tout. Enfin, je crois pas. Pas plus que la norme. En tout cas, c'est plutôt rassurant. Et cette psychiatre n'a jamais été frontale. C'est-à-dire qu'elle me faisait avancer et elle arrivait à soumettre des questions sans jamais les poser. Et il y a une seule fois où elle m'a posé une question que j'ai trouvée très intéressante. Alors c'était loin dans mon parcours de prise en charge de santé, puisque j'avais déjà entamé les démarches pour me faire opérer. Elle m'a dit, est-ce que tu te sens vraiment prête à perdre du poids pour toujours? Et en fait, quand je suis sortie de ma séance, ce jour-là, je me suis dit, mais enfin comment? Bien sûr que oui. Enfin, c'est complètement idiot de me poser ce genre de questions. C'est pourquoi je serais pas prête à perdre du poids. Et en fait, ça m'a traumatisée toute la journée. Et en fait, j'ai pas arrêté d'y réfléchir et j'ai commencé à écrire le pourquoi du comment je voulais perdre du poids, qu'est-ce qui se passait dans ma tête. Et là, je suis revenue sur mon histoire par écrit où je lui avais envoyé ce mail-là en lui expliquant les tenants, les aboutissants, en lui disant que pour moi, c'était une évidence, que les choses m'avaient échappé, que mon corps m'avait échappé, que la maladie m'avait échappé, que je n'avais pas su la voir et que de façon insidieuse, elle s'était installée à mes côtés alors que je ne l'avais pas invitée. Et que la seule chose que je voulais, c'était pouvoir maîtriser du mieux que je pouvais cette maladie et perdre du poids. Et après, me bagarrer en permanence avec cette chronicité de maladie, puisque, je le rappelle, l'obésité, c'est quand même une maladie qui est chronique. Les gens qui ont perdu du poids, les gens qui vont avoir un poids dit normal, vont vivre toute leur vie avec une maladie chronique invisible. Et ça, c'est très dur. Parce que quand on voit la balance avec un poids normal, quand on voit une image dans le miroir normal, quand on voit une silhouette normale, quand le monde qui nous entoure utilise notre image de façon normale et normée, sans nous faire remarquer à un moment donné qu'il y a un problème et qu'on ne rentre pas dans leur case, là, pas de problème. Poids normal, silhouette normale, on rentre dans les cases, donc personne nous fait de réflexion. On n'a pas envie d'en entendre parler, on n'a plus envie d'être malade, on en a marre. Et quand on a été opéré, et on en reparlera ça en post-opératoire, et bien vous verrez que beaucoup ne veulent plus entendre parler de leur opération, beaucoup ne veulent plus entendre parler de la maladie de l'obésité, beaucoup arrêtent également leur suivi et malheureusement, beaucoup reprennent du poids même après avoir subi des chirurgies bariatriques. Certains aujourd'hui passent par des alternatives comme les injections en fait qui sont actuelles. Et là c'est pareil, ils vont perdre tout leur poids en quelques temps, ils vont baisser les doses. Certains décident d'arrêter parce que c'est des traitements qui coûtent très cher. Et en fait, on se rend compte que sans avoir vraiment une alimentation qui commence à repartir dans quelque chose qui n'est pas bon pour le corps, et en fait, ils reprennent le poids. Pourquoi? Parce que la maladie étant chronique, et ben la maladie reprend ses droits sur le corps. Et ça, c'est compliqué. Et c'est presque quelque chose que on vit complètement dans la honte quand il y a une reprise de poids éventuelle parce qu'on ne fait pas attention à la chronicité et à tous les impacts que le poids a sur la psyché. Et le suivi psychologique, dans ces cas-là, est extrêmement compliqué. Pour en revenir à la psychiatre, par cette simple en fait question du est-ce que vous avez envie et est-ce que vous êtes prête en fait à perdre du poids pour toujours, j'ai compris vraiment que le poids n'était pas qu'une question de chiffres sur la balance, mais que cette perte de poids à long terme allait être un bouleversement en fait dans ma vie que j'allais devoir gérer. J'ai capté que la chronicité donc de la maladie était importante, que son impact était important et surtout, et ça c'est très important, et on ne vous le dit pas assez quand vous êtes dans ce parcours, je me suis rendu compte du courage dont j'allais devoir faire preuve pour être au top avec moi-même jusqu'au bout. C'est-à-dire que jusqu'à ce que
je fasse mon dernier souffle, je vais devoir être au top dans mon alimentation, dans la prise en charge de cette maladie, dans le fait de faire attention à mon alimentation, bien entendu. Je vais devoir faire attention également à ma santé pour éviter les carences vitaminiques, par exemple. Ça, on n'en parle pas assez, mais il faut savoir que toute opération bariatrique ou même toute perte de poids rapide va engendrer des problèmes de carences vitaminiques pour certains. Et donc, des carences vitaminiques, n'oubliez pas que dans vitamines, il y a vie. Et que clairement, si vous n'avez pas assez de vitamines sur certains points, vous pouvez perdre la vie et avoir des conséquences qui sont irréversibles. Ça veut dire, là encore, que je devais avoir un deal avec moi-même en me disant, OK, tu vas perdre du poids, OK, tu vas gérer le truc, mais fais-toi accompagner convenablement, d'abord par toi-même en étant expert de ta maladie, mais également avec les praticiens que tu as choisis. En fait, c'est là où on voit qu'il y a une dimension psychologique réelle dans la perte de poids. En fait, on fait pas de psycho de comptoir quand on dit qu'il faut s'aimer soi-même, qu'il faut pas se décevoir soi-même. En fait, à partir du moment visiblement où on parle de soi et on doit être entre nous et nous, c'est de la psycho de comptoir. Moi, je suis navrée, mais à un moment donné, si vous attendez des autres qu'ils vous apportent quelque chose, n'oubliez pas qu'ils vous rapporteront exclusivement une image. Et donc, en l'occurrence, en tout cas, avec ce que moi j'ai vécu, je peux vous assurer que l'image qu'ils m'ont donnée de moi, si aujourd'hui j'avais dû m'arrêter exclusivement à ça, d'abord, je serais pas là en train de vous parler. De deux, il est pas certain que je sois là tout court. Et puis, en plus de ça, c'est que c'était ultra dévalorisant, alors que je suis une personne de valeur et je n'ai aucun problème à le dire. Et ça n'est pas prétentieux de dire que on a de la valeur parce qu'on a des valeurs humaines, parce qu'on a des valeurs intellectuelles, parce qu'on est capable d'aller créer des projets qui sont formidables et qui vont aider d'autres personnes ou qui vont nous aider nous. On est capable d'atteindre des objectifs qui ne sont pas évidents à atteindre, que ce soit là en l'occurrence par rapport au poids ou par rapport à des objectifs professionnels. Tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait, je l'ai obtenu. Et si j'avais dû m'arrêter exclusivement à ce que les gens me disaient au moment même où je créais ces objectifs et où je cravachais dur pour y arriver, mais je me serais arrêtée. Mais en même temps, regardez autour de vous. Souvent, les gens qui vous critiquent, c'est des gens sans ambition. C'est des gens, ils ont fait quoi dans leur vie? Vous croyez vraiment que quelqu'un qui a réussi va pas essayer de vous tirer vers le haut pour vous dire, mais viens à mon niveau, viens, on va y arriver ensemble. Non, 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 non. Ces gens qui vous critiquent et qui ont cette tendance permanente à vous dévaloriser, à dévaloriser votre image, à en plus se permettre de dire des choses de vous qui ne sont pas vous, qui sont qu'une projection de leur propre bêtise. En fait, ces gens-là, ils sont meurtriers avec vous. Et j'utilise bien ce mot. Ces gens-là sont meurtriers. Parce qu'à un moment donné, vous vous retrouvez à ne plus savoir si vous devez les écouter ou pas, dans quelle mesure leurs paroles ne seraient pas prépondérante à ce que vous pensez de vous et finalement, à terme, puisque vous êtes noyé à l'intérieur de vous, en fait, vous vous laissez complètement manger parce qu'il y a face au miroir, c'est-à-dire une image, et parce que vous avez honte. En fait, l'obésité, c'est ça. On a honte de nous parce qu'on sait et qu'en plus, les autres pensent qu'il est intelligent de nous faire remarquer qu'on n'est pas acceptable dans leur petit esprit étriqué. D'autres iront jusqu'à nous souhaiter des trucs mauvais dans notre vie, c'est-à-dire pas que dans notre vie personnelle, machin, dans notre vie même professionnelle, avec tellement de bienveillance en disant « Ah mais non, mais nous, c'est pour toi qu'on dit ça, tu vas jamais y arriver, c'est pas la peine, tu rencontreras personne, tu n'auras pas le travail que tu veux, mais enfin tu vois bien comment tu es, tu peux pas possiblement trouver du travail, mais vous vous rendez compte en fait de ce que vous dites aux gens, mais réveillez-vous, hein. Si vous, on est là toujours en train de vous dénigrer, la première chose que vous faites, c'est que vous allez leur caler un parpaing dans le nez, enfin ça paraît évident, mais vous non, impunément, c'est pour son bien, mais pour son bien en fait, on évite de mettre la tête des gens à l'intérieur de la baignoire avec de l'eau dedans, hein. Ça les noie en fait. Vous êtes en train de les tuer, mais tout va bien, c'est à l'aise. Bah non, en fait, c'est pas comme ça. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait beaucoup de vide autour de moi et chaque personne qui à un moment de ma vie a été désagréable ou m'a impacté, je ne l'ai plus voulu du tout dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait un vide mais absolu et monumental. Et c'est encore le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où on dénigre un tant soit peu ce que je dis, ce que je fais, alors que c'est juste ma parole et que la personne en face, elle a une espèce de projectivité, ça ne rentre plus dans mon cercle. Je peux la côtoyer de loin, je peux la voir de temps en temps, mais ça ne sera plus quelqu'un avec qui j'aurais envie de discuter régulièrement ou aller profondément dans un sujet, on s'arrêtera, il fait beau, il fait moche, et basta. En fait, il faut savoir une chose, c'est que l'obésité, ça dérange. C'est une maladie qui
qui vraiment dérange, mais dérange dans le sens fait peur aussi. C'est-à-dire qu'elle écœure certains et elle leur apporte une espèce de crainte d'attraper ça. En fait, il faut savoir que la maladie de l'obésité, c'est une maladie qui effraie aussi. Et quand quelque chose dérange ou effraie, il vaut mieux l'invisibiliser. Le problème, c'est qu'on peut pas invisibiliser une personne qui fait 190 kilos. Je suis navrée, dans une pièce, on la voit. Donc, on va avoir l'œil qui va rester vraiment collé à ce qu'on voit. Et puis, souvent, il y a toutes les émotions qui passent dans le regard. Donc, vous avez des gens qui vont avoir cet écœurement, enfin, ce dégoût, en fait. Vous allez avoir des gens qui ont peur, comme si c'était une maladie qui s'attrapait. Mais calmez-vous, détendez-vous, ça s'attrape pas. En fait, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. On n'a jamais demandé à la voir. Et tout le monde le sait, en fait, que la personne, là, le vit peut-être pas très bien de se faire regarder. Mais personne n'ose le dire. Mais sachez que chaque personne atteinte d'obésité va se noyer, en fait, dans son corps. Chaque personne atteinte d'obésité, elle crève dans son mal-être. Et certains sont paralysés à l'idée qu'ils peuvent en mourir et qu'ils n'arrivent plus à rien, ils n'arrivent plus à avancer. C'est-à-dire que à ce moment-là, la peur crée un phénomène de freeze complètement. On est là, on est gelé face à la prise en charge que l'on doit avoir de soi. Et puis, malheureusement, et c'est dramatique en fait de dire ça, mais c'est tellement la vérité. Les gens qui sont atteints d'obésité, pour beaucoup, sont déjà morts aux yeux de la société, puisque la société ne les reconnaît pas. Et si elle doit les reconnaître, elle les reconnaît que dans des préjugés qui sont dévalorisants. On entend tous, l'obèse est sale, l'obèse est feignant, il fait pas d'efforts, faut qu'il arrête de manger, il faut qu'il fasse du sport. Mais tu crois qu'on le sait pas, Jean-Michel? Bien sûr que si, en fait, on le sait tout ça, mais tu crois que ça nous fait plaisir, en fait, d'avoir le cul sur le canapé et de faire un marathon quand à 180 kilos, on doit se lever du canapé, que l'on doit faire 15 mètres pour aller aux toilettes, et ce, plusieurs fois par jour. Accessoirement, quand c'est l'hiver, on met des chaussettes, et les chaussettes, c'est un enfer à mettre quand on a une obésité, puisque notre mobilité est impactée. Tu crois que ça nous fait plaisir d'avoir mal aux genoux? Tu crois que ça nous fait plaisir de pas profiter correctement de nos enfants parce qu'on ne peut plus jouer avec eux? Non mais, enfin, je sais pas si des fois les gens sont là en train de se dire, oui, en fait, je suis complètement bécasse de faire ce genre de réflexion. Et pire, vous avez des gens qui disent, oui, mais nous, c'est bon, on n'a pas demandé à devenir obèse. Tu crois que nous, on a demandé à le devenir? Moi, je me suis pas levée un matin de mon lit en disant, tiens, aujourd'hui, j'ai rien à faire si je devenais obèse. Non, j'ai pas dit ça, tu vois. C'est quelque chose qui a été insidieux. Alors pour moi, ça a été assez rapide, mais la vérité, c'est qu'il y a des gens, c'est une vie entière en fait. Ils arrivent à 50 ans dans nos bureaux en disant mais je comprends pas, j'ai toujours été plus ou moins mince, puis là je vois que ça va pas quoi. Là je vois que ça va pas, il y a un problème. Donc arrêtez de penser que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la volonté parce que d'abord c'est pénible. On pourrait aussi vous dire qu'il faut arrêter d'être con, mais ça va être compliqué aussi à entendre. Et surtout arrêtez de dire que la personne quand on lui fait une réflexion sur son physique c'est une personne agressive. Ouais forcément Jean Gérard, à un moment donné si tu critiques le corps de quelqu'un et son image et que tu ne connais pas son histoire, tu risques de te faire pourrir un petit peu parce que mêle-toi un petit peu de ta vie et balaye devant ta porte parce que visiblement le poids de ta bêtise il est quand même un peu plus conséquent que les 180 kilos qu'on porte sur nos hanches. Voilà, c'est ça le problème en fait de l'obésité aujourd'hui dans la société, c'est que il y a cette problématique de préjugés et de savoir hypothétique de la vie de l'autre. En fait, vous ne savez rien des gens, vous ne savez pas ce qui se passe dans leur vie, vous ne connaissez pas leur trauma. Et même si vous le connaissez parce que vous avez été dans sa famille, vous ne savez pas ce qu'il a vécu. Ça n'est pas vrai. Parce qu'il y a des traumas qui sont complètement invisibilisés, passés sous silence. Et parfois même la personne qui a été victime reste dans le silence parce qu'elle ne souhaite pas partager ça avec son entourage. Et pourquoi elle le souhaite pas? Tout simplement parce que l'entourage a toujours eu un œil dévalorisant. Et sachez que quand on dit du mal des gens, les gens en question, ils n'ont pas envie de partager les choses avec vous parce qu'ils vous trouvent pas très très sympa. Voilà. Donc voilà, ça vous voyez, c'était un petit peu l'histoire que j'ai travaillée, que j'ai pu gérer, que j'ai pu mettre à plat en fait avec ma psychiatre pendant tout mon parcours. Et puis j'ai rencontré le chirurgien qui m'a proposé de passer par un biais opératoire pour pouvoir me permettre de perdre du poids. Donc ça c'était super pour moi parce que je me suis dit que c'était la meilleure chose en fait. Je voulais ça, je voulais pouvoir perdre du poids à long terme. Enfin j'avais envie en fait de trouver des solutions et il a été extrêmement intelligent. En fait il a eu la phrase du mais attends, je te propose pas de solution. Moi je te propose un outil. La solution c'est toi qui l'as. Ça a mis les choses
à l'heure directe. Et en fait, je me suis dit, waouh, là, ça veut dire qu'il est en train de m'expliquer que lui va être une virgule dans ma vie. Alors, c'est une virgule qui modifie et qui bouleverse l'intégralité du quotidien, ça c'est vrai. Mais par contre, lui, il allait pas changer ma vie, en fait. Si j'ai envie de changer ma vie, il faut que je reprenne le dessus et il faut que je la change complètement. Ça, c'est chaud, quoi. Et ça a été long parce que j'avais besoin de réfléchir, j'avais besoin de savoir si je pouvais aller jusqu'à ce biais opératoire, s'il n'y avait pas d'autre solution, si on peut pas y arriver toute seule. Mais en fait, de là, lui, après avoir essuyé ma mauvaise humeur constante, mes questions permanentes et mes névroses qui étaient présentes à chaque consultation avec lui, en fait, il m'a dit, mais Karine, tu te rends bien compte que c'est pas ta faute ce qui se passe, que si on te propose à un moment donné de passer par un biais opératoire, si on te propose de t'amputer les 3/4 d'un membre sain, c'est pas pour le plaisir du bistouri, c'est que t'as quelque chose de grave et qu'il faut qu'on trouve un outil qui va te permettre de t'accompagner, de t'aider au-delà de tout ce que tu as déjà mis en place pour pouvoir perdre du poids, pour pouvoir pérenniser cette fente pondérale que tu vas avoir, mais seul, tu ne vas pas y arriver. Donc ça, j'ai trouvé ça ultra intéressant de pouvoir en parler avec lui. Ça a toujours été fait avec énormément d'explications, avec énormément de pédagogie, avec beaucoup d'humour également, parce qu'il avait compris la personne qu'il avait face à lui. Et je souhaite à tout le monde d'avoir une relation de confiance avec chacun des praticiens telle que moi j'ai pu la développer. J'ai une vraie relation de confiance envers les uns les autres. Et donc je me suis dit allez, il faut y aller en fait. Toute l'équipe me permet d'avancer, toute l'équipe autour de moi me permet de me reconstruire et surtout toute l'équipe que j'ai autour de moi ne regarde pas l'image mais regarde la personne que je suis et la personne dans son questionnement, dans son cheminement. J'avais des vrais accompagnants, j'avais des vraies personnes qui savaient que l'obésité n'était pas une question de volonté, que c'était une pathologie qui était complexe, qui était multifactorielle et que seul, on y arrive rarement. Le combat, il doit se faire en équipe. Donc le parcours pour accéder à l'opération, pour pouvoir y avoir recours, je crois que mon parcours, il a duré 2 ans. Quelque chose comme ça, c'était dans les années j'ai dû commencer en 2008-2009 et ça a été un vrai parcours. C'est-à-dire que j'avais déjà entamé avant, mais j'ai voulu être au point sur toutes les choses que je pouvais savoir, sachant qu'au fur et à mesure, on en apprend toujours, mais je voulais pas arriver en salle d'opération et me dire, mais en fait, ils vont faire quoi? C'est quoi l'anesthésie? Pourquoi ils m'endorment? Qu'est-ce qui se passe? Au réveil, pourquoi j'ai l'impression d'avoir un camion de 6 tonnes qui m'est passé sur le corps? J'avais besoin d'avoir le contrôle, les tenants, les aboutissants, savoir exactement comment ça se passait pour me sécuriser, pour me donner encore plus confiance dans les praticiens qui allaient agir sur mon corps quand j'étais anesthésiée et aussi pour me permettre de pouvoir me dire que ce que j'étais en train de faire, c'était pas un caprice, c'était pas quelque chose qui allait passer et au bout de 2 ans, j'en parlais plus. Non, il a fallu que je prenne la mesure de la chronicité maladive, il a fallu que je prenne la mesure de l'impact que ça allait pouvoir avoir, donc il a fallu qu'il y ait aussi une certaine projection sur le futur, mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je projette? Puisque j'étais perdue, je ne me voyais plus, je ne savais plus ce qu'était ce corps, je ne le connaissais plus. Donc, il y a eu tout un parcours et un cheminement qui a été fait, d'abord en psychanalyse pour moi, et puis après avec le médecin psychiatre qui me suivait, et puis surtout tout le cheminement personnel que j'ai pu avoir et les questions que j'ai pu me poser, ainsi que les réponses que je me suis données et qui m'accompagnent encore au cours. Hein. Donc, comme je vous ai dit, 2 ans, j'ai pas trouvé si long que ça. 2 ans qui ont été extrêmement exigeants, déjà d'un point de vue régularité des rendez-vous, d'un point de vue examen qu'on m'a demandé, et puis surtout, ça a été un parcours qui a été extrêmement éclairant. Il faut savoir que pendant tout le parcours, alors aujourd'hui, je sais que les parcours, c'est minimum 6 mois, hein, c'est les hautes autorités de santé qui impactent ça. Quand on a 6 mois de parcours, on se précipite pour avoir les rendez-vous, qu'on va voir sa diététicienne et on considère que comme on la paye, après derrière, il faut qu'elle nous donne un accord. Mais si vous allez voir un praticien pour avoir un accord, n'y allez pas, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si vous n'avez pas compris que ça n'est pas en payant que vous allez vous débarrasser de votre maladie et que le praticien, il est présent pour vous accompagner, vous préparer, vous donner toutes les clés que lui a pour que vous puissiez vous autonomiser après derrière, n'y allez pas. Je sais que j'ai eu 1 ou 2 personnes qui avaient dit ouais, bah, de toute façon, vous nous voyez tous les mois, ça sert à rien, nous on va très bien, il n'y a pas de problème, vous faites que payer les gens. Mais non, en fait, vous vous rendez quand même bien compte qu'à un moment donné, quand on parle 5 minutes de votre vie, les petits points là sur lesquels on est en train d'appuyer, c'est pas des points qui sont normaux, c'est des points que vous devez régler.
c'est des rapports à vous-même qui sont conflictuels. Les résistances que vous avez à aller voir les uns les autres posent bien quand même problème dans la suite à donner sur votre parcours. Mais ça, il faut prendre le temps et là encore, ayez confiance en vos praticiens puisqu'ils sont là pour vous accompagner. Ils sont pas là pour vous enquiquiner. Et si vous n'êtes pas bien avec un praticien, n'hésitez pas à trouver d'autres praticiens qui, eux, vont correspondre à vos valeurs, qui vont correspondre à vos attentes et qui vont savoir vous expliquer comme vous souhaitez que ce soit expliqué. C'est vous qui avez votre parcours en main. Ce ne sont pas les praticiens. Le praticien, vous le choisissez. Si ça ne va pas, vous en changez et vous faites le nécessaire pour que les choses collent. Après, attention, n'allez pas voir 50 praticiens pour le plaisir d'en voir 50 parce que il ne vous dit pas que tous les jours, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Parce que l'opération, la bariatrie, l'évolution dans votre maladie, c'est pas je mets un petit coup de bistouri puis après derrière, youpi tralala, ça y est, c'est bon. Non, c'est compliqué. Il y a un tableau noir à vous décrire. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point la vie va être bouleversée, pas forcément dans le négatif, mais il y en a du négatif et vous devez vous y confronter avant pour éviter après de vous dire ah bah si j'avais su je l'aurais pas fait. Bah oui mais voilà maintenant c'est trop tard. Enfin je veux dire on t'a coupé le bidou donc c'est un peu compliqué en fait de revenir en arrière. Donc voilà c'est tout un tas d'éléments qui vous permettent de savoir que l'entourage médical, que l'entourage d'accompagnement dans ce cheminement bariatrique doit être de confiance et surtout doit être à long terme. En fait, je pense que moi j'ai été prête au bout de 2 ans parce que j'ai réussi à me dire que je méritais d'aller bien. Chose que je n'avais jamais pensé à évoquer en fait dans ma tête. Je me disais il faut maigrir, merci, je sais. Sauf que j'avais jamais abordé les choses dans le sens du je mérite d'aller bien, je mérite de mincir, je mérite d'être ce que je veux être dans mon corps, dans mon image et maîtriser l'image que je vais pouvoir renvoyer aux gens, peut-être avoir 50 images si j'en ai envie. C'est mon problème ça. Choisir les gens avec qui je peux aller. Alors ça je l'ai naturellement et j'ai cette chance-là de pouvoir me dire qu'il y a des gens avec qui j'ai pas du tout envie d'avoir de contact et ben si j'ai pas de contact, j'ai pas de contact. C'est pas un drame, ça va pas me tuer. Au contraire, même souvent ça sauve d'éviter des gens qui ne nous correspondent pas. En fait, il y a eu ce déclic où je me suis dit c'est bon, j'en ai marre de subir. Je ne peux pas me subir moi-même. Je ne peux pas subir un regard, je ne peux pas subir mon regard, je ne peux pas subir des réflexions que je peux me faire. Du comment tu as pu en arriver là? Bah, je suis pas arrivée là. En fait, je suis déjà très fière d'être vivante. J'aurais pu faire 18 arrêts cardiaques quand même à mon poids. Donc, c'est pas comment j'en suis arrivée là. C'est dans quelle mesure cette maladie a pu provoquer chez moi un tel déni et un tel moment où je me suis oubliée, où j'ai eu d'autres priorités. Mais la priorité, c'était de me cacher. Et donc, plus je voulais me cacher, plus le corps grossissait. En fait, c'est là où je me suis dit, ça y est, ça commence. Je ne veux plus subir ce que mon corps me fait subir. Cette maladie, elle est chronique, il va falloir que j'en fasse quelque chose. La maîtriser autant que faire se peut, sachant que la chronicité et la maladie peut reprendre ses droits à un moment donné, mais y être vigilante pour minimiser le moment où elle va vouloir nous enquiquiner. Vous voyez, le parcours, il est long. Le parcours bariatrique, le parcours dans l'idée de la maladie, dans l'idée d'aller se faire opérer, de se faire prendre en charge, il est long. Il est long, mais il est court à la fois. En revanche, le chemin le plus long que vous allez connaître, c'est celui où vous allez devoir vous rabibocher avec vous-même, où vous allez devoir être indulgent quand ça ne va pas, où vous allez devoir identifier les moments où ça ne va pas pour pas vous laisser submerger. Donc voilà, c'était un petit peu mon histoire de l'obésité. Si vous êtes encore là, merci. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous êtes vous-même passé par là, si vous êtes en plein dedans ou si vous commencez juste à explorer ce parcours, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, j'aimerais bien qu'on avance ensemble, qu'on puisse construire en fait une communauté qui soit solide, qui soit informée, qui soit soutenante. Il faut savoir que la jungle médicale peut effrayer, surtout quand on se sent mal pris en charge. Alors si mon histoire peut vous aider à éclairer la vôtre, ne serait-ce qu'un petit peu, je suis ravie. N'hésitez pas à partager ce podcast, n'hésitez pas à le commenter. Et rappelez-vous une chose, le poids est lourd, c'est vrai, mais nos âmes sont toutes des chrysalides et elles n'attendent qu'une chose, c'est de devenir des papillons. Merci d'avoir écouté cette séance. On se retrouve lundi prochain pour la prochaine consultation du divan renversé. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast, mais également sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok. Et n'oubliez pas, je suis également sur YouTube. À bientôt mes inconscients.